Morgane Moinet, je suis architecte de formation. Je suis diplômé d'État de l'école d'architecture de Rennes. Mon parcours, j'ai fait un bac éco, je suis entré en école d'archi tout de suite après, à 17 ans. Et puis, pendant mes études, j'ai découvert le sujet réemploi à travers un stage chez Encore Heureux. À l'époque, ils préparaient l'expo Matières Grises. Et là, ça a été un peu la révélation où je me suis dit, OK, c'est le sujet qui fait se rencontrer mes préoccupations environnementales et ma future activité d'architecte. En tout cas, c'est la direction que je prenais à l'époque. Et aujourd'hui, je dirige le bureau d'études Remix, qui est un bureau d'études spécialisé dans le réemploi des matériaux de construction, qu'on a cofondé avec Encore Heureux. Donc voilà, je me concentre sur le développement de ce projet, de ce bureau d'études, qui a pour objectif d'accompagner les professionnels du bâtiment dans le développement des pratiques de réemploi. En fait, pendant ce stage, j'ai travaillé sur le développement de l'exposition Matières Grises. J'ai fait beaucoup de maquettes avec mes acolytes stagiaires de l'époque. Donc j'ai découvert un sujet extrêmement vaste, avec plein de questions qui se posaient. Donc l'exposition apportait un certain nombre de réponses. Le livre qui va avec apportait beaucoup de réponses aussi. Mais finalement, à l'issue de ce stage, j'avais encore plein de questions, et notamment peut-être comment on pouvait transcrire le réemploi de manière opérationnelle, construire avec des matériaux de réemploi. Et puis, un des sujets qui m'a rapidement passionné, qui est resté aussi, qui est devenu le fil conducteur de mon mémoire par la suite, donc de mon mémoire de master, c'était la question du développement de la filière. C'est-à-dire qui sont les acteurs qui participent au développement des pratiques de réemploi, quelles sont les compétences, comment ces personnes interagissent entre elles, et comment finalement elles rendent possible la mise en œuvre de matériaux de réemploi. Et puis après le mémoire, assez vite, j'ai créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Groupe de veille et réemploi des matériaux de construction. L'idée du groupe au début, c'était de réunir une petite communauté d'amis, en fait, de gens qui, pas mal d'autres personnes de l'école d'archi de Rennes qui, comme moi, s'intéressaient au sujet. Et on se disait, un groupe, ce serait un support pour partager les articles qu'on a trouvés sur Internet ou les projets qu'on a trouvés canon sur des sites d'archi. Et puis, de fil en aiguille, ce groupe, maintenant, il y a, je sais pas, 7000 personnes, quelque chose comme ça. Quand les échanges se sont multipliés, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'informations de veille média partagées. Donc ça, c'était chouette, parce qu'on apprenait tous plein de trucs. En tout cas, moi, j'apprenais plein de trucs. Mais souvent, il y avait des questions qui étaient posées 2 fois. Donc ça, c'était une problématique, parce que l'outil groupe n'était pas très adapté pour archiver de la donnée ou pour organiser de la donnée. Le moteur de recherche, il y a 3 ans, 4 ans, n'était pas aussi efficace qu'il l'est maintenant. Et rapidement, je me suis dit, ce serait bien de créer un site internet qui puisse être une interface organisée qui classe les informations qu'on réunit et qu'on partage sur ce groupe. Et puis, il y avait aussi l'idée de les rendre accessibles à plus de monde qu'une communauté Facebook, finalement. Sur les définitions, il est encore possible d'avoir des débats. Moi, j'ai une approche qui est assez simple, qui est de dire les termes de réemploi, réutilisation, recyclage sont définis dans le droit français par l'article L541-1-1 du Code de l'environnement. Et dès lors qu'on souhaite appliquer ces pratiques-là dans un cadre professionnel, l'idéal, c'est quand même de coller aux définitions juridiques et de se dire que, si par hasard un jour on était confronté à une difficulté technique de mise en œuvre et qu'il y avait un contentieux, ce que retiendrait le juge, c'est probablement la définition juridique. Donc moi, je me réfère exclusivement à ces définitions-là. La définition de réemploi, elle est limitative sur certaines applications. Donc il y a 2 points qui sont importants. C'est le fait que le matériau n'a pas acquis le statut de déchet. Donc quand on parle de réemploi, on ne parle pas de déchets. Et le deuxième point important, c'est que ce matériau est utilisé pour un usage identique. C'est bien là la difficulté de cette définition. C'est quand on réemploie des matériaux, quand on utilise de nouveau des matériaux qui n'ont pas acquis le statut de déchet, mais dont on détourne l'usage, au sens du droit, on est dans une zone grise, puisque la réutilisation concerne des matériaux qui ont acquis le statut de déchet. La réutilisation introduit la possibilité du détournement d'usage. Donc quand on a un matériau qui n'a pas acquis le statut de déchet, mais dont on détourne l'usage, on est dans quelque chose qui est une zone grise. Donc que nous, on appelle réemploi avec détournement d'usage, mais qui, au sens du droit, on ne sait pas vraiment comment légiférerait un juge si un architecte était attaqué parce qu'il a mis en œuvre des matériaux dont il a détourné l'usage. Enfin, ça pourrait poser un certain nombre de problèmes.
sachant que quand même un des objectifs principaux du droit de l'environnement, c'est de protéger l'environnement. Si a priori ton matériau n'a pas acquis le statut de déchet et mis en œuvre d'une manière cohérente du point de vue de la sécurité des occupants et des règles de mise en œuvre de la construction, il me semble que les risques de contentieux sont assez faibles, mais je ne suis pas avocat, pas juriste. C'est des questions dont on débat avec eux, mais voilà. Et le recyclage, c'est une troisième pratique qui est encore différente et qui consiste à réintroduire la matière première qui constitue les objets dans un nouveau cycle industriel. Le droit européen et les praticiens du réemploi défendent l'idée qu'il faut prioriser le réemploi sur le recyclage. Il y a une infinité de raisons et on peut en débattre, mais principalement parce que la transformation nécessaire pour recycler la matière nécessite de l'énergie et détruit la forme de l'objet et sa capacité à remplir sa fonction initiale. Alors les avantages du réemploi, ils sont multiples. Le vrai intérêt quand même fondamental derrière le réemploi, c'est la question environnementale. On est dans une situation où un certain nombre de matériaux qui sont utilisés dans le domaine de la construction se raréfient, voire même tendent vers une disparition. En tout cas, les ressources de certaines matières premières qu'on utilise pour construire sont de moins en moins importantes. Et le réemploi, c'est un moyen de prolonger la durée de vie de matériaux qui existent déjà et de limiter l'extraction de matières premières. Ça, c'est une première chose. Cet effet-là sur l'environnement, il peut être transcrit aussi en termes d'impact sur les émissions de carbone. Dans le cycle de vie d'un matériau, sa fabrication et sa destruction sont deux étapes qui produisent beaucoup d'énergie. Quand vous réemployez un matériau, vous évitez de fabriquer un matériau neuf équivalent, puisque a priori le matériau de réemploi va se substituer à un matériau neuf. Et d'autre part, vous évitez la mise en décharge du matériau que vous réemployez, ou en tout cas vous repoussez la mise en décharge. Et donc là-dessus, on a des économies de carbone qui sont importantes. Mais cette ressource-là, par définition, elle est finie. Et le travers dans lequel il ne faudrait pas tomber, c'est de dire, à un moment donné, il faut continuer à produire des déchets, ou en tout cas des matériaux qui pourraient devenir des déchets, pour avoir des matériaux à réemployer. Donc, a priori, les matériaux de réemploi ne sont pas des matériaux renouvelables et ça ne peut pas être la solution unique puisqu'on finirait par arriver aussi à la limite du réemploi. Et une des approches qui est défendue et que je partage, c'est de dire il faut créer un mix matériotique dans matière grise, qui est de dire il faut mélanger des matériaux, utiliser des matériaux de différentes origines et surtout, a priori, utiliser la bonne quantité du bon matériau au bon endroit. C'est une formulation, un leitmotiv un peu qui revient. Et de dire, finalement, on n'est pas complètement contre le béton. Il y a un certain nombre d'inconvénients qui fait qu'il faut effectivement peut-être limiter au maximum l'utilisation du béton, mais il y a certaines situations spécifiques où le béton est très bon et où on a des difficultés à le remplacer par autre chose. Il faut se poser la question quand même prioritairement d'utiliser des matériaux biosourcés, des matériaux géosourcés et des matériaux renouvelables. Et le réemploi, c'est une possibilité parmi ce mix matériotique, là, cet ensemble de solutions, qui est une solution meilleure que certaines, mais peut-être moins performante que d'autres. Nous, dans notre activité aujourd'hui avec le bureau d'études Remix, les matériaux qui sont réemployés sont déjà majoritairement des matériaux de construction. La question, c'est plus comment on les extrait de la construction première dans laquelle ils ont été mis en œuvre et comment éventuellement on les transforme pour qu'ils puissent être réemployés. Finalement, pour chaque matériau, la méthode est différente. Classiquement, la première chose à faire déjà, c'est de s'assurer que le matériau n'acquiert pas le statut de déchet, sinon il est plus apte au réemploi au sens du droit. Donc pour ça, on va commencer par désigner les matériaux qui ont un potentiel de réemploi et désigner leur destination et leur usage futur en réemploi. Donc ça, on le fait à travers ce qu'on appelle un diagnostic ressource, qui est un catalogue des matériaux qui présentent un potentiel de réemploi dans un bâtiment et dont on décrit les matériaux, on les désigne, on décrit les process de démontage et ainsi de suite. Ensuite, tout l'enjeu, c'est de démonter ces matériaux proprement, sans les détruire ou sans les abîmer ou en limitant les dégâts qui leur sont causés pour s'assurer qu'ils puissent de nouveau être mis en œuvre ailleurs. Et ensuite, il y a un ensemble de problématiques de comment on démonte, comment on organise le démontage, comment on organise le transport, éventuellement le stockage, la commercialisation si les matériaux doivent changer de propriétaire, de détenteur,
Voilà, il y a un ensemble de problématiques qui se posent. À la différence d'un matériau neuf où vous avez un catalogue, dans le catalogue vous avez une liste de matériaux et des fournisseurs dont vous savez qu'a priori ils peuvent vous fournir des quantités non limitées ou en tout cas suffisamment importantes pour répondre à votre besoin. Avec les matériaux de réemploi, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a plusieurs stratégies. Une des stratégies théoriquement intéressantes, ce serait de se dire au moment des études, je stocke les matériaux et puis je les ai de côté. Ça, dans la pratique, ça fonctionne que très rarement parce que ça a un coût et que stocker des matériaux sur le long terme, plus encore dans des villes denses ou aux alentours des métropoles, ça coûte cher et souvent ça fait basculer l'économie déjà fragile du réemploi du mauvais côté de la balance, du côté où ça coûte moins cher d'utiliser des matériaux neufs. Donc la stratégie, c'est plus de concevoir un ouvrage qui puisse évoluer dans le temps jusqu'à l'exécution, jusqu'à sa mise en œuvre. Et une des questions, je pense, qui est cachée derrière cette question-là, c'est quand tu déposes un permis de construire, parce que c'est le vrai sujet, c'est-à-dire pour l'aménagement intérieur, si demain sur le chantier on se met d'accord, toi maître d'ouvrage et moi maître d'œuvre, pour changer le lavabo, il n'aura pas tout à fait la même tête, mais personne ne va venir nous chercher sur ce sujet-là. En revanche, quand tu as déposé un permis de construire et que tu t'es engagé auprès des pouvoirs publics, des services instructeurs de l'urbanisme sur la forme qu'aura ton bâtiment, sa forme, sa couleur, la géométrie des ouvertures et ainsi de suite, là ça devient un peu plus difficile. Donc une des solutions, c'est le PCM, c'est ça, permis de construire modificatif, qui permettent, après l'exécution d'un ouvrage ou pendant l'exécution d'un ouvrage, de régulariser les changements dans son aspect. Mais c'est plutôt des procédures à la marge pour des modifications qui sont des modifications pas majeures, ce qu'on appelle le sourcing des matériaux, c'est-à-dire de trouver les bons matériaux. Il y a plusieurs manières de faire, mais il y a aussi des outils qui se développent. Donc parmi les outils très classiques, on va dire, il y a les plateformes de vente en ligne. Il existe aussi des plateformes physiques, donc qui sont des magasins ou des brocantes de matériaux d'occasion. Elles se développent assez vite. Il y a des acteurs historiques, ça c'est quand même une chose qui était assez ignorée, qui a été révélée par une étude des Belges de Rotor et en partenariat avec les Français de Bellastock, qui ont développé une cartographie qui s'appelle Opalis et qui recense les acteurs du réemploi qui vendent des matériaux d'occasion, de réemploi. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que la pratique de réemploi est en plein renouveau. Il y a plein de nouvelles structures qui se montent et on a l'impression d'être dans dans une innovation. Et on est plutôt dans une renaissance d'une pratique. Et il y avait toute une couche de professionnels qui existent depuis longtemps, qui ont des sirettes, qui font des chiffres d'affaires assez importants, qui brassent des volumes de matériaux importants, qui existent depuis 10, 20, 30 ans, plus certains. Généralement, les gens qui sont en prise avec les matériaux déconstruits ou qui participent à la prise de décision, donc ça peut être les maîtrises d'ouvrage, puisque finalement, quand tu es propriétaire d'un bâtiment, que tu engages des travaux et que tu vas extraire des matériaux de ce bâtiment, tu es le propriétaire de ces matériaux et tu as le pouvoir, toi, de décider de, par exemple, les commercialiser sur une plateforme. Les sociétés de démolition sont aussi des acteurs importants qui pourraient prendre part à ça, mais elles sont dans une position où leur compétence aujourd'hui, c'est plutôt de démolir, donc de casser les objets, dans une logique qui est de débarrasser le plancher, d'évacuer rapidement. Certaines d'entre elles changent leur pratique, se tournent vers le réemploi et disent avant d'aller démolir, on va peut-être faire un premier passage où on va enlever proprement les matériaux qui ont un potentiel de réemploi, et après on fera un second passage plus classique où effectivement on va démolir. Donc ça, c'est les bons acteurs. Et de plus en plus, il y a aussi des activités un peu spécialisées qui se développent, de gens qui développent des activités de curage où ils font que du démontage sélectif. Donc ils viennent et ils démontent proprement les matériaux. Et c'est aussi des gens qui développent des compétences intéressantes parce qu'ils s'intéressent spécifiquement à ça. D'une opération à l'autre, ils acquièrent des compétences. Et parfois, ils sont capables de démonter des choses proprement qui sont difficiles à démonter pour d'autres acteurs. Le concept de la filière, c'est un sujet moi, qui m'intéresse depuis longtemps, c'était le sujet de mon mémoire. L'idée, elle est assez simple et elle n'est pas originale et c'est aussi une idée qu'on voit se développer dans tous les secteurs un peu nouveaux ou qui se développent. Le principe de la filière, c'est de dire on a besoin d'un ensemble de compétences bien maillées sur le territoire français pour pouvoir mener des opérations dans tous les territoires et avec toutes les compétences dont on a besoin. Donc ça, c'est une chose, et il y a 5 ans, quand j'écrivais le mémoire, c'était encore, on était dans une projection, et aujourd'hui, on serait plus dans structurer la filière, par exemple, ou rendre visible la filière, mais elle se développe rapidement, et les compétences explosent, et ça, c'est super intéressant.
Et maintenant, c'est plus dans affiner. Donc, par exemple, les discussions aujourd'hui entre acteurs de la filière, c'est plus comment on se fédère, comment on travaille ensemble pour défendre nos intérêts et ainsi de suite. Il existe un ensemble de contraintes. Il y a effectivement des contraintes juridiques, il y a des contraintes de développement des compétences. Et en même temps, elles sont, comment dire, les acteurs du réemploi sont en train tous de travailler, parfois dans leur coin ou conjointement, pour fabriquer des solutions à ces contraintes. Et finalement, de plus en plus, on connaît des solutions ou des stratégies pour lever les freins au réemploi. Et elles sont de moins en moins importantes. Une d'actualité en ce moment et qui reste parfois difficile à résoudre, c'est la question assurantielle. Parce qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir assurer des matériaux de réemploi pour la mise en œuvre, la nouvelle mise en œuvre à laquelle ils sont destinés. Mais ça aussi, ça évolue très vite et les assureurs commencent à s'intéresser au sujet. Précisément à la question des freins, il y a une étude qui a été menée par l'ADEME en 2016 qui s'appelle « Freins et leviers au développement des pratiques de réemploi », il me semble, disponible gratuitement en ligne en PDF, et qui décrivait très bien les contraintes générales liées au réemploi. Souvent, on associe le réemploi, en tout cas dans le langage courant, à l'esthétique du déchet. Donc ça, c'est une chose contre laquelle on lutte en montrant des exemples de projets. Enfin, typiquement, notre site, on en reparlera peut-être, mais notre site matériauxreemploi.com, un média qui a pour objectif notamment de montrer des réalisations architecturales. L'idée, c'est de montrer que les réalisations architecturales contemporaines qui mettent en œuvre des matériaux de réemploi sont, alors j'allais dire jolies, c'est un peu limitatif, mais respectent les codes esthétiques de notre société, on va dire. Et on peut réemployer des matériaux, ou même on réemploie de plus en plus couramment des matériaux pour réaliser des bâtiments divers et variés de toutes sortes, des bureaux, du logement, et ainsi de suite. Et on s'inscrit dans la norme esthétique, on va dire. Voilà, et ce qui n'empêche que parfois les matériaux de réemploi peuvent aussi être des superbes opportunités de fabriquer une esthétique spécifique et être un moteur de la forme architecturale d'une construction et ainsi de suite. En fait, c'est une question de culture et probablement tout à l'heure quand tu m'as posé la question des freins, finalement le premier frein c'est le frein culturel, c'est-à-dire de se dire moi je ne mettrai pas en œuvre des matériaux de réemploi dans mon bâtiment, je veux que tout soit neuf et brillant. Ou ce sera pas beau, et ainsi de suite. Et effectivement, l'exposition Matière Grise, elle a fait un premier pas dans ce sens-là, de montrer des bâtiments qui sont désirables, on va dire, et qui mettaient en œuvre des matériaux de réemploi. Et puis, c'est une chose qui s'est perpétuée parce que de plus en plus d'étudiants dans les écoles d'architecture, par exemple, travaillent sur le sujet, présentent à leurs enseignants, aux autres élèves, des réalisations avec des matériaux de réemploi. Il s'est construit quand même, ces 5 dernières années en France, un certain nombre de projets qui sont exemplaires, en tout cas pour les acteurs de la filière qui servent d'exemple. Et ces projets-là, ils sont diffusés auprès des professionnels et auprès du grand public. Et donc ça peut amener des maîtrises d'ouvrage à se dire je vais demander à mon archi à faire du réemploi et à des archis à se dire finalement si lui il a réussi, pourquoi pas moi. Et c'est vrai, c'est fondamentalement vrai. Et puis la deuxième chose aussi, ça peut amener les acteurs à se dire finalement c'est canon quoi. Et donc ça coche plein de choses parce que ça peut cocher une case esthétique, ça coche à tous les coups la case environnementale, ça peut cocher la case économique, c'est plus complexe. Et finalement, ça devient désirable. Et ça, c'est parce que ça rentre dans la culture, parce que les préoccupations environnementales sont aussi de plus en plus prégnantes chez les acteurs, tant maîtrise d'ouvrage que maîtrise d'œuvre. Et le réemploi, c'est une pratique qui est très efficace du point de vue environnemental, qui répond très bien à ces problématiques-là. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Mes projets futurs, il y a continuer à développer le bureau d'études Remix, qui est quand même ce qui m'occupe au quotidien, qui est une structure toute récente et avec laquelle on a plein de perspectives. Donc on a pas mal de projets en cours et de projets à venir qu'on souhaite mener à bien. Et puis, plus largement, au-delà de mon activité personnelle, il y a quand même un sujet qui me préoccupe pas mal et sur lequel on commence à échanger avec d'autres professionnels du réemploi, c'est la question de la fédération. C'est-à-dire comment on peut se réunir pour notamment organiser le développement des pratiques et défendre les intérêts des acteurs du réemploi, notamment auprès des services publics et du législateur. Donc ouais, un rêve pour l'avenir, c'est que les pratiques de réemploi deviennent une norme et qu'on arrête de détruire des objets qui peuvent encore remplir une fonction et nous être utiles, finalement. Merci.